Chers collègues, bonjour. Je vous salue et vous félicite à l'occasion de la Journée des droits de l'homme. Nous la célébrons aujourd'hui, le 10 décembre, et je tiens à m'adresser à tous ceux qui se consacrent à cette noble et essentielle activité, tant au niveau régional que fédéral. Cela inclut les défenseurs des droits humains, les bénévoles, les militants d'organisations non gouvernementales, ainsi que les représentants des médias. Vous êtes pleinement conscients des préoccupations et des besoins des gens, et vous êtes constamment en contact direct avec eux. Votre aide, votre soutien et votre empathie pour leurs problèmes demeurent toujours une priorité inconditionnelle pour vous. Je comprends qu'il est parfois très difficile de parvenir à des solutions juste aux questions qui vous sont soumises par les citoyens. Mais dans la plupart des cas, vous réussissez à remplir vos missions et faites tout ce qui est en votre pouvoir. Un élément clé de ce succès réside dans votre autorité morale. Cette confiance que les gens vous accordent, acquise grâce à votre travail quotidien et ardu. Votre persévérance, votre capacité à défendre vos positions, à convaincre les autres, à rechercher des approches communes et à trouver des compromis joue également un rôle crucial. Ce qui importe avant tout, c'est que vous soyez toujours du côté de la vérité, en faveur des intérêts de l'individu et du citoyen. En russe, il existe un magnifique mot, astupnichestvo, intercession, qui décrit parfaitement votre activité. Je vous remercie pour votre engagement constant en réponse aux attentes de nos citoyens, pour votre compassion et votre générosité d'âme. Je souhaite également féliciter ceux qui viennent de rejoindre le Conseil de la Fédération. Nikita Yurvitch Anisimov, recteur de l'École supérieure d'économie, Sergei Ivanovitch Chernoyev, président de la Fédération des syndicats indépendants, et Alexandre Alexandrovitch Malkevitch, journaliste et député de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg. Vous avez tous une grande expérience dans vos domaines respectifs. Et je suis convaincu que le Conseil bénéficie désormais d'experts hautement qualifiés et de personnes ayant une position active dans la vie publique. Aujourd'hui, les gens attendent participation et soutien dans la résolution de problèmes concrets. Ces problèmes concernent avant tout la mise en œuvre des droits au logement, au travail, au repos, ainsi qu'à un salaire et une retraite digne. L'orientation sociale reste depuis de nombreuses années une priorité au sein de notre Conseil. Je souligne également que la protection des droits de nos concitoyens, notamment dans les régions historiquement russes comme le Donbass et la Novorossiya, est d'une importance cruciale. Nous devons aussi accorder une attention particulière à la fixation des violations des droits des civils par le régime de Kiev, ainsi qu'à leurs crimes de guerre. Vous continuez à informer la communauté internationale à ce sujet, et je vous en suis reconnaissant. Malgré les restrictions extérieures bien connues et les difficultés rencontrées, notre État honore tous ses engagements sociaux. Ainsi, au cours des 3 prochaines années, un quart de toutes les dépenses budgétaires sera consacré à ces objectifs. Il serait toutefois plus juste de parler non pas de dépenses, mais d'investissements. En effet, en finançant les salaires, les retraites, la santé, l'éducation, la culture et le sport, nous investissons dans le capital humain, dans les économies nationales de notre peuple. Une vie active, saine et longue est également fondamentale. Cela correspond à l'un de nos projets nationaux. Ces initiatives, que nous avons récemment discutées lors du Conseil pour le développement stratégique, sont centrés sur les intérêts des familles russes et touchent presque tous les aspects de la vie. Une tâche essentielle reste la préservation de la vie et de la santé de nos citoyens. Cela nécessite un bon fonctionnement du système de santé de proximité, le développement de la médecine de pointe et l'amélioration de l'accès aux médicaments. Tout cela doit être accessible à chaque citoyen, dans n'importe quelle région du pays. Le Conseil y consacre une attention constante. Si vous avez des propositions à ce sujet, je suis bien sûr prêt à les écouter, puis à les discuter avec mes collègues du gouvernement. Nous savons que ces domaines suscitent toujours de nombreuses questions. Vous travaillez également sur des sujets liés à l'éducation, y compris scolaire. En collaboration avec le ministère de l'Éducation, les autorités régionales, les enseignants et les parents, vous avez accompli beaucoup pour renforcer le prestige de la profession d'enseignant. Le rôle des enseignants est crucial pour révéler les talents des enfants et soutenir leur volonté de progresser. Cela est directement lié à la mise en œuvre des droits des enfants et des enseignants. Cependant, les enseignants doivent disposer de plus de temps pour se consacrer pleinement à l'enseignement et à l'éducation. Il est essentiel de réduire la part bureaucratique de leur travail. Nous en discutons depuis longtemps, tant pour les enseignants que pour les médecins, mais les améliorations restent insuffisantes. Je compte sur votre persévérance pour obtenir des résultats concrets dans ce domaine. Enfin, nous avons souvent discuté de la numérisation et de ses implications. Votre position a toujours été claire. La priorité va aux droits de l'homme, à la protection de la vie privée et à la dignité humaine. Ces principes devront être intégrés dans le code numérique que nous élaborons actuellement. Ce document, que nous réclamions depuis 2021, est nécessaire pour structurer notre législation dans ce domaine et créer un environnement numérique transparent et compréhensible. En Russie, nous disposons de tout ce qu'il faut pour un bon technologique, des cadres hautement qualifiés, des solutions logicielles souveraines et des avantages pour les entreprises IT.
Même les sanctions, conçues pour freiner notre pays, ont stimulé le développement accéléré des technologies russes. En conclusion, je tiens à souligner la maturité de la société civile russe. Le patriotisme, la capacité à s'unir autour de valeurs communes et d'objectifs partagés sont évidents. Nous devons encourager au maximum la participation des citoyens aux activités des organisations non gouvernementales, car elles jouent un rôle crucial dans le bien-être collectif. Pensons ensemble à moderniser le cadre réglementaire de ce secteur pour qu'il devienne encore plus accessible, efficace et adapté aux besoins des citoyens. Enfin, j'appelle à une communication plus active et détaillée de vos activités pour informer les citoyens des résultats obtenus. Merci, et je propose de commencer nos travaux. Avant de poursuivre avec le commentaire de Poutine sur l'idée de réintroduire la peine de mort en Russie, discutons en quelques minutes ce qu'il vient de dire. Restez donc jusqu'à la fin. Nous poursuivons d'ici peu avec l'extrait des échanges lors de la réunion du Conseil pour le développement de la société civile et les droits de l'homme. Ce discours de Vladimir Poutine offre plusieurs pistes pour identifier des principes d'excellence applicables non seulement dans un contexte de gouvernance, mais aussi dans la vie personnelle et professionnelle. Voici une analyse approfondie des propos et les enseignements qu'on peut en tirer. 1. Le leadership engagé, la noblesse de l'action pour le bien commun. Poutine commence par reconnaître et valoriser les efforts des défenseurs des droits humains, des bénévoles et des organisations non gouvernementales. Il met en avant l'importance du contact direct avec les citoyens, de l'écoute active et de la résolution de leurs problèmes concrets. Valoriser les contributions des autres. Reconnaître le rôle des acteurs clés crée un climat de motivation et de confiance. Rester proche des réalités du terrain. L'excellence passe par une connaissance intime des besoins de ceux que vous servez. 2. La persévérance face aux défis. Poutine souligne que résoudre des problèmes complexes n'est pas toujours aisé, mais insiste sur la persévérance et la capacité à surmonter les obstacles grâce à une approche méthodique et déterminée. La résilience est clé. L'excellence ne se manifeste pas en l'absence de défis, mais dans la manière dont on les surmonte avec constance et rigueur. Cultivez votre autorité naturelle. Gagnez la confiance des autres par votre intégrité et vos actions cohérentes. 3. Une vision orientée vers l'humain et la vérité. L'idée que l'essentiel est d'être du côté de la vérité reflète une philosophie selon laquelle l'excellence repose sur des principes solides et une vision claire des priorités humaines. Adoptez une approche centrée sur l'humain. Que ce soit dans les affaires, l'éducation ou les relations, la priorité donnée aux besoins réels des personnes renforce l'impact de vos actions. Agissez avec éthique et authenticité. L'excellence durable repose sur des bases morales inébranlables. 4. Investir dans le capital humain, un modèle économique et social durable. Poutine qualifie les dépenses sociales d'investissements dans le capital humain. Il souligne l'importance de secteurs comme la santé, l'éducation et la culture, qui enrichissent la société à long terme. Investissez en vous-même et dans votre équipe. La formation continue, le bien-être et la reconnaissance favorisent une croissance collective et durable. Pensez au long terme. L'excellence réside dans la capacité à voir au-delà des gains immédiats et à bâtir un avenir solide. 5. La priorité au droit et à la dignité dans un monde numérique. En abordant le concept du code numérique, Poutine évoque une approche équilibrée de la transformation digitale, où les droits de l'individu priment sur les avancées technologiques. L'humain avant la technologie. Utilisez la technologie comme un levier pour améliorer la qualité de vie, et non comme une fin en soi. Encouragez l'innovation éthique. La véritable excellence technologique harmonise innovation et valeurs humaines. 6. Encourager la participation collective et renforcer les synergies. Le discours met en avant l'importance des ONG, du bénévolat et des initiatives communautaires comme des outils cruciaux pour bâtir une société forte et résiliente. Favorisez la collaboration. L'excellence collective repose sur la mobilisation des talents individuels autour d'une vision commune. Renforcez les réseaux. Créez des écosystèmes où chacun trouve une opportunité de contribuer à une cause plus grande que lui-même. 7. Communiquer avec transparence pour inspirer confiance. Poutine insiste sur l'importance de partager les réalisations et les efforts du Conseil avec le public, renforçant ainsi la confiance et la compréhension des citoyens. Rendez vos efforts visibles. Une communication claire sur vos objectifs et vos réalisations inspire confiance et engage les autres à vos côtés. Restez accessible. L'excellence en leadership inclut la capacité à expliquer vos actions et à permettre aux autres de bénéficier directement de vos initiatives. 8. L'optimisme stratégique. Transformer les défis en opportunités. En évoquant les sanctions internationales, Poutine met en lumière la capacité de la Russie à utiliser les obstacles comme un moteur pour l'innovation et l'autonomie technologique. Transformer les défis en leviers. Face à l'adversité, recherchez des opportunités pour apprendre, croître et innover. Restez adaptable.
L'excellence exige de savoir s'adapter rapidement à un environnement en mutation. Synthèse, une feuille de route vers l'excellence continue. Le discours de Poutine propose un modèle où l'excellence repose sur des piliers fondamentaux, la résilience, l'éthique, l'investissement humain, l'innovation, la collaboration et la communication. En appliquant ces principes, vous pouvez bâtir un leadership personnel et professionnel solide, inspirer ceux qui vous entourent à viser des objectifs ambitieux et laisser un héritage durable ancré dans les valeurs d'excellence. Et vous, quels principes de ce discours trouvez-vous les plus inspirants pour exceller dans votre vie personnelle ou professionnelle? Quels défis êtes-vous prêt à transformer en opportunités? Partagez votre avis et vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de lire vos idées. Poursuivons à présent avec un extrait des échanges dans lequel Vladimir Poutine a commenté l'idée de réintroduire la peine de mort en Russie. Oui, bonjour. Je vais me permettre de parler un peu de la nécessité pour chaque personne d'avoir la certitude de ne pas être poursuivie pénalement de manière illégale, et en cas de poursuite, d'être acquittée si elle est innocente. Malheureusement, aujourd'hui, le nombre de verdicts d'acquittement en Russie est de 0,1%, tandis que les jurys populaires acquittent dans 25% des cas. Mais il y a très peu de jurys populaires. Par exemple, au cours du premier semestre de cette année, moins de 1000 affaires ont été examinées par des jurys populaires. Cette année marque les 160 ans de la réforme judiciaire qui a introduit les jurys populaires et l'institution du barreau en Russie. Par ailleurs, une série remarquable sur le légendaire juriste Fyodor Plevako est sortie récemment. Plevako fut l'un des idéologues des jurys populaires. Il disait « L'homme ne peut vivre sans Dieu, l'État sans loi, la loi sans exécution, les forts sans devoir, les faibles sans droit et la justice sans clémence. » Un tribunal clément et équitable, c'est précisément ce que peut garantir un jury populaire. Cependant, ce système a aujourd'hui de nombreux opposants. Ils affirment que la législation relative au jury populaire est fondée sur des lois étrangères, importées. Ce n'est pas vrai. À la base, il s'agit de normes de notre propre droit national, notamment le * statut de procédure pénale de 1864 *. Les racines des jurys populaires remontent à loin. La participation de représentants du peuple à la justice est une tradition nationale. Déjà au XIe siècle, selon la * Pravda russe *, les tribunaux comprenaient ce qu'on appelait des hommes de justice * au nombre de 12. Nicolas Mikhailovitch Karamzin les appelait des jurés populaires. Cette coutume ancestrale, un tribunal composé de 12 hommes, s'est développée, par exemple, à Novgorod au XIVe siècle, où siégeaient des représentants de la conscience populaire. Ces derniers, et non le prince, jouaient le rôle principal dans les jugements. L'idée de jury populaire est profondément enracinée dans notre histoire nationale et est indissociable de notre perception de la justice. Les opposants à ce système avancent un autre argument. Ils disent que les jurys populaires coûtent très cher à l'État. Mais tout est relatif. Aujourd'hui, la rémunération quotidienne d'un juré s'élève à environ 1000 roubles. Je signale qu'un jour d'incarcération d'un détenu coûte 2 à 3 fois plus cher. Autrement dit, l'acquittement des innocents justifie pleinement le coût des jurys populaires. Et peut-on vraiment parler d'argent quand il s'agit de justice et de clémence? Le légendaire juriste Anatoly Kony, dont la statue se dresse à l'entrée du ministère de la Justice moderne, a dit « La clémence qui pousse les jurés à acquitter un accusé est un bien plus élevé que le simple respect mécanique de la lettre de la loi. » Les jurys populaires, bien sûr, ne sont pas parfaits aujourd'hui. Mais personne n'a inventé mieux. Le faible recours actuel à ce système a conduit à une baisse de la qualité des enquêtes et à un affaiblissement des standards de preuve. Je vais vous donner quelques exemples récents. En février de cette année, à Novosibirsk, un homme a été reconnu coupable de meurtre. Il a été condamné à une peine sévère. En novembre de la même année, la femme qu'il était accusé d'avoir tué a été retrouvée vivante. J'ai moi-même parlé avec elle. Cela fait plus de 3 semaines, mais personne n'a encore présenté d'excuses à cet homme, qui est toujours incarcéré. Cela illustre clairement que les standards de preuve dans cette affaire ont été bafoués. Et ce n'est pas un cas isolé. Nous avons de nombreux cas, pas seulement pour des meurtres, mais aussi pour d'autres articles comme ceux sur la pédophilie ou sur des crimes graves, qui reposent uniquement sur des accusations sans preuve. Ce ne sont que des paroles et rien d'autre. Un autre exemple frappant. À Tambov, une femme a été condamnée pour avoir envoyé un SMS insultant à l'ex-femme de son mari. Le message a été lu par la fille aînée de cet homme, âgée de 9 ans. Pour cela, la femme a écopé de 6 ans de prison. Elle a été séparée de sa fille de 4 mois et envoyée en détention. C'est un exemple flagrant, car, dans ce cas, nous pourrions considérer que la moitié du pays est constituée de pédophiles, puisque tout le monde peut occasionnellement dire quelque chose de déplacé chez soi. Le nombre de condamnations basées uniquement sur des paroles ou des suppositions ne cesse de croître.
Cela reflète une baisse des standards de preuve. Que demande-je? Je vous demande de donner des instructions pour élargir le champ des affaires pouvant être jugées par des jurys populaires. Inclure des affaires relatives, par exemple, aux articles 132, crimes sexuels, 228, drogue, ainsi que les crimes économiques et d'autres encore. Je vous demande aussi d'accorder une attention particulière aux affaires dites astérisques d'années passées astérisques. On annonce que ces affaires sont quasiment toutes résolues, ce qui est très étrange, car les crimes ont été commis il y a 20 ou 30 ans. Or, soudainement, les enquêteurs trouvent des coupables sur la base de témoignages de témoins anonymes ou de détenus déjà condamnés, qui n'hésitent pas à pointer du doigt quelqu'un. Et cela conduit à des condamnations. Je voudrais également parler de la surcharge des centres de détention provisoire. Je propose une solution enracinée dans nos traditions, le recours au astérisque caution morale astérisque. Cela était commun dans la Russie d'autrefois et est prévu par l'article 103 du Code de procédure pénale actuel. Cependant, cet article n'est pas appliqué. J'ai moi-même souvent proposé de me porter garante pour des personnes vulnérables, comme des femmes enceintes ou des invalides, avec le soutien de collectifs entiers d'enseignants ou de médecins. Mais les juges n'acceptent pas ces garanties. Peut-être est-ce dû à la faible responsabilité financière prévue en cas de non-respect de la caution. Enfin, je souhaite rappeler l'importance de la clémence. Fyodor Dostoïevski disait « Mieux vaut se tromper par excès de clémence que par excès de sévérité ». En mars dernier, j'ai demandé une grâce pour les femmes à l'occasion du 8 mars, et vous avez accédé à cette demande. Merci infiniment. Je vous demande de continuer cette tradition. Либо случайное стечение обстоятельств, либо тяжелая жизненная ситуация, или психическая болезнь. Ни одну из них колония еще не сделала точно лучше и здоровее, тем более на фоне отсутствия в абсолютном большинстве учреждений и психиатров, и гинекологов, и терапевтов. Спасибо вам большое. Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question. Quelques mots en guise de commentaire. Bien sûr, le jury populaire est une institution judiciaire assez démocratique et il a une belle histoire dans notre pays. Cela est évident. Après son introduction dans le système judiciaire russe, cela a conduit à l'émergence d'une pléiade d'avocats absolument brillants. Cela s'explique par le fait qu'il était possible et nécessaire d'influencer les décisions des jurés, qu'il s'agisse de déterminer si une personne est coupable ou innocente, ou si elle mérite une certaine indulgence. Et pour influencer des juristes non professionnels, il fallait non seulement être convaincant, mais aussi savoir s'exprimer avec éloquence. C'est ainsi qu'ont émergé des figures comme Plevako, Alexandrov, et toute une pléiade de juristes remarquables, dont notre histoire judiciaire est bien sûr fière, et à juste titre. Mais l'histoire de l'application de cette institution est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Je rappelle que Kony, si je ne me trompe pas, a justifié Vera Asulic devant un jury pour avoir tiré sur Tropov. Finalement, il a été renvoyé. Ensuite, si ma mémoire est bonne, il a travaillé comme avocat. Même à cette époque, c'était assez compliqué. C'était compliqué à organiser au sens large, tout en respectant les lois en vigueur à l'époque. Kony n'a rien enfreint, il a agi conformément à la loi. Mais malgré cela, on lui a demandé de quitter son poste et il a dû le faire. Nous devons examiner cette question avec attention. L'institution en elle-même est bonne, il faut certainement la développer. Vous avez parlé de nos réalités actuelles. Tout d'abord, nous vivons dans une situation particulière, la conduite d'une opération militaire spéciale. Et malgré cela, nous n'introduisons pas la peine de mort. Absolument pas. Bien que, je vous l'assure, et vous le savez probablement, un nombre significatif de citoyens et de personnalités politiques soulèvent constamment cette question. Mais même dans le contexte d'actions militaires et de combats plutôt sérieux, nous ne faisons pas ce pas. Au contraire, nous adoptons toute une série de mesures visant à accroître l'humanité de notre système judiciaire. Comme je l'ai déjà dit, nous réduisons le nombre de personnes placées en détention, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Dans certains sujets, dans certaines régions, une large extension de cette institution, le jury populaire, rendrait les décisions judiciaires encore plus difficiles à prendre pour les jurés. Je vous prie d'en tenir compte. Lorsque vous parlez de nos réalités, elles sont telles qu'elles sont. Même pour les juges professionnels, il n'est pas toujours facile de rendre des décisions. Il arrive parfois que les audiences judiciaires doivent être transférées dans d'autres régions de la Fédération de Russie, et non pas dans le lieu où l'infraction a été commise. Pour les cas graves, cela serait encore plus difficile. Cela dit, vous avez absolument raison. Moi aussi, comme vous, je suis partisan de l'extension de l'application de cette institution, le jury populaire. Nous allons certainement aller dans cette direction.
Mais notre progression doit correspondre à la situation réelle que nous connaissons et comme vous l'avez dit, à la préparation de notre société à une application plus large de cette institution. Cependant, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le fait qu'il est nécessaire de l'appliquer et de l'élargir, car sinon, peut-être, notre société ne sera jamais prête à l'accepter pleinement. Nous avancerons ensemble dans cette voie. Merci.